Trouver une location dans le privé devient de plus en plus compliqué. Pénurie de biens sur le marché, manque d'investisseurs privés, mais il y a des solutions. État des lieux et conseils pratiques. Figaro Immo, c'est parti. Deux invités dans cette émission Figaro Immo pour parler immobilier locatif. On est entre la tension et puis des solutions. Thomas Reynaud, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. CEO de GarantMe, dont la mission est de garantir à la fois la location, de simplifier les démarches entre propriétaires et locataires. Pierre Othus, bonjour. Bonjour. Délégué général de l'association Clameur, alors qui regroupe beaucoup de professionnels de l'immobilier, spécialistes des études et notamment sur les loyers dans le privé, ce que l'on verra ensemble. En introduction à tous les deux, peut-être... Voilà, dans un contexte, on parle beaucoup de reprise des transactions, de printemps de l'immobilier, de conditions d'emprunt qui s'améliorent. Est-ce que c'est la même dynamique sur le marché locatif, Pierre ? Sur le marché locatif, ça tarde encore à se matérialiser. Le fait qu'il y ait plus de transactions est une bonne nouvelle. En revanche, sur le marché de la location, on le verra dans les chiffres après, on a un allongement de la durée des baux, ce qui fait qu'il y a une moins bonne rotation et donc de l'offre locative qui est structurellement non vivante. Et par ailleurs, le neuf ne vient pas pousser l'offre pour remettre des logements à la location. En tout cas, ça va doucement dans le bon sens, mais ça y va quand même. Et donc, on a un marché locatif privé, globalement, qui reste encore un peu bloqué, un peu sclérosé, comprimé dans son cadre. Blocage, ça va doucement, Thomas ? Oui, je partage la vision de Pierre. Quelque chose qui est intéressant à noter, le marché locatif s'était bloqué à peu près 5 à 6 mois après le marché de la transaction. Et du coup, ce qu'on espère, c'est qu'il se débloque aussi 5 à 6 mois après. Il y a toujours un ricochet un peu tardif parce que c'est le marché de la transaction et son dynamisme qui fait que les biens reviennent rapidement à la location. Très bien. Alors Pierre, on va voir avec vous l'étude donc de l'Observatoire Clameur sur l'évolution des loyers dans le privé. Il y a beaucoup de choses, mais vous allez nous faire la synthèse. Quels sont les principaux enseignements à retenir ? Alors déjà, le principal enseignement à retenir, c'est que globalement, France entière, on a une évolution des loyers qui est plus lente que l'inflation, plus lente que l'IRL, qui est l'indice de relèvement des loyers, lui-même calibré sur l'IPCH, l'indice des prêts à la consommation harmonisée. Pas trop technique, attention. Un peu technique, oui. Mais globalement, c'est l'inflation. Et donc, on voit une dynamique des loyers qui est là. Elle n'est pas négative, elle n'est pas en récession, mais elle va moins vite que l'inflation et donc il n'y a pas d'alerte particulière à donner sur le marché du logement global, sur le marché locatif. En revanche, selon les territoires, évidemment, il y a des dynamiques bien différentes, des territoires dans lesquels les loyers augmentent un peu plus vite. Je pense notamment au département de la Marne ou d'autres départements plus à l'ouest, comme la ville de Brest, qui est depuis plusieurs années de suite relativement dynamique. Et donc, on peut parler d'une France locative à plusieurs vitesses. On n'est même plus à 2 vitesses, mais à plusieurs vitesses, parce qu'il y a encore un tas de départements où non seulement les loyers baissent, mais en plus, la vacance locative, c'est le temps qu'il se passe entre deux mises en location, qui peut être dû soit à des mises en travaux, mais aussi tout simplement à ce qu'il n'y ait pas de locataire, candidat locataire, qui soit demandeur d'un logement qui est remis sur le marché. L'évolution à Paris. Alors l'évolution à Paris, elle est très encadrée nécessairement puisqu'il y a l'encadrement des loyers. On note cependant un petit retour en arrière sur la vacance locative, oui, qui était très très serrée, donc un marché très verrouillé, qui se détend un petit peu sur l'année 2024. Et l'explication qu'on pourrait donner, qu'on peut donner, c'est qu'il y a de nombreuses mises en travaux, mises en chantier qui ont été faites par les particuliers qui mettent leurs biens en location et accompagnés par leurs professionnels dans un certain nombre de cas, les professionnels de l'immobilier. Et donc, ça a allongé légèrement avec les obligations de rénovation énergétique, bien entendu, au 1er janvier 2025. Donc, l'anticipation de ces interdictions qui ont obligé les investisseurs, les propriétaires à faire des travaux. Et donc, on observe un petit regain sur cette année qui est pas forcément intuitif sur les mises en location à Paris spécifiquement, donc une vacance locative légèrement en hausse sur Paris, alors qu'elle reste très tendue, mais ouais, elle était continuellement en baisse depuis les 5-10 dernières années.
Et si l'on prend une photo sur les biens les plus énergivores, les fameuses classes, on va dire G, F, E notamment? Alors le F et G, très présent évidemment en région parisienne. On se rend compte aussi qu'on a une France un peu différenciée, on ne peut pas parler de plusieurs vitesses, mais différenciée, notamment entre les métropoles, les zones les plus rurales. Et donc on se rend compte quand même que si on intègre les logements classés F, G et E, on est globalement à la moitié du parc. Et donc, un peu plus même, je crois que c'est 55%. On est un petit peu au-dessus, exactement. Et donc on se rend compte qu'il y a quand même un chantier, sans faire de jeu de mots, important à mener d'ici les échéances du calendrier de rénovation énergétique à opérer. Et même si on se concentre uniquement sur les logements énergivores F et G, notamment en région parisienne où il y a une demande très forte et une offre qui est souvent à la peine, eh bien, on a une grosse partie du parc qui risque de disparaître, ou en tout cas de mettre beaucoup de temps à muter. Et pendant ce temps-là, ce sont des difficultés pour les gens à se loger, et puis un investisseur qui se retrouve sans revenu pour son investissement et donc qui perd en rentabilité. L'investisseur, le propriétaire bailleur qui n'est pas forcément un nanti, il regarde aussi, et c'est normal, la rentabilité, les rendements. Il faut que ce soit gagnant-gagnant, à la fois pour le propriétaire bailleur et aussi pour le locataire. En termes de rentabilité, comment cela évolue si l'on regarde en arrière et par rapport à aujourd'hui? Alors quand on fait une carte de la rentabilité nationale, en France, on a l'impression que certains départements sont hyper rentables, avec des rentabilités au-delà des 10% qui font rêver Lesquels de nombreux investisseurs. Si vous allez dans l'Aisne, dans les Ardennes ou dans certains départements plus au sud, la Corrèze, la Dordogne, qui sont des départements plus ruraux, eh bien on peut imaginer de manière brute, sans intégrer tous les paramètres, qu'il y a 7 à 10, 11% de rentabilité, de rendement. Alors déjà, il faut ajouter la fiscalité qui est très lourde et très imposante dans l'immobilier, mais aussi un facteur très important que certains investisseurs parfois oublient, c'est la vacance locative. Oui. On parlait d'un regain léger à Paris, mais qui ne vient pas nécessairement entamer très fortement la rentabilité, le rendement. Mais quand vous ne pouvez pas louer, vous ne louez pas votre bien pendant 2-3 mois à chaque remise en location, eh bien sur 10-20 ans, le temps d'un investissement, vous pouvez recalculer votre rentabilité et vous n'êtes certainement pas à 10%, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de bonnes choses et de bons coups entre guillemets à faire dans ces zones rurales, rurales ou des villes moyennes où il y a souvent de la demande, il peut y avoir des universités, il peut y avoir des usines, etc., une demande locative forte, mais toujours faire attention à bien intégrer cette notion de vacances locatives potentielles en fonction de la configuration du bien, de sa lettre énergétique, ça compte, et de ses caractéristiques générales. Très bien. Autre étude. Thomas à Garantme, donc vous avez fait une étude de marché sur la vérification des dossiers. Donc c'est une enquête réalisée auprès de 92 agences immobilières et plus de 200 propriétaires bailleurs. Les principaux enseignements. D'abord, vous dire ce qui nous a motivés à faire cette étude. La première motivation qu'on a eue, c'est de voir un regain de falsification des dossiers qu'on reçoit chez Garantme. On a eu en 2024 20% des dossiers déposés qui présentaient au moins une falsification. Donc on a voulu vérifier si le marché présentait la même chose. Fraude, d'accord. La fraude, qui n'est pas nécessairement synonyme de problématique sur le loyer après, mais en tout cas les locataires sentent le besoin qu'il faut améliorer leur dossier pour pouvoir être sélectionnés. C'est aussi la conséquence d'une forte tension sur le marché. La deuxième chose qui nous a motivés, c'est le fait que l'intelligence artificielle arrive et ouvre des opportunités sur la vérification des dossiers qui sont très importantes pour le marché. Et donc on a voulu voir le degré de maturité des acteurs, que ce soit les propriétaires particuliers ou les agences immobilières, pour pouvoir utiliser ce type de solution. On en retire quelques enseignements intéressants. D'abord, la crainte de la fraude sur le dossier locatif est très répandue chez les bailleurs particuliers, plus de 90% d'entre eux. De plus en plus ou c'est la première étude qu'on fait sur le sujet, et donc je ne sais pas faire de comparaison. En tout cas, c'est massif. On sort 91% des propriétaires qui déclarent que ça leur fait peur. Il y a 9% de courageux. Ouais. On a à côté agence immobilière, plus des 2/3 qui disent que c'est leur principal défi. Mais en même temps, elles tirent de ce défi une opportunité pour convaincre les propriétaires de leur donner un mandat de gestion. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'en tant que professionnel, je vais pouvoir utiliser des outils qu'un propriétaire particulier n'a pas à sa disposition pour limiter la fraude sur la sélection du locataire. Donc on a 60% des agences immobilières qui nous disent qu'elles utilisent ça comme argument auprès des propriétaires. Il y a quelque chose qui est quand même étonnant,
c'est qu'en fait, la très grande majorité des agences immobilières aujourd'hui continuent à vérifier les dossiers de manière manuelle. Et donc, elles sont consciencieuses, elles sont rigoureuses, elles mettent de l'énergie et du temps pour faire les vérifications, mais les locataires mettent aussi potentiellement beaucoup d'énergie et de temps sur la falsification. Et du coup, on arrive à une époque où il faut avoir des outils plus puissants que ceux qu'utilisent les locataires pour falsifier leurs dossiers. Lesquels, par exemple? C'est là où on a deux types d'outils à allier. D'abord, il existe des bases publiques de plus en plus ouvertes, mises à disposition par l'État. Il est possible de vérifier la véracité d'un avis d'imposition en ligne sur impôts.gouv. On peut le faire à la fois en tant que professionnel et en tant que particulier. Donc ça, c'est une recommandation qu'on a pour les investisseurs locatifs. Un avis d'imposition, on peut plus le falsifier aujourd'hui. La deuxième chose, et donc je le mentionnais au début, c'est l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, pourquoi l'immobilier est un cas d'usage très intéressant? Parce qu'un agent immobilier, il lit beaucoup. Et en fait, un robot, ça lit beaucoup plus vite, beaucoup plus en détail, sans erreur. Et donc, on est capable aujourd'hui, en tant qu'assureur, de construire des outils qui vont vérifier la cohérence des documents entre eux en une fraction de seconde. Donc, on va gagner beaucoup de temps. Et là, il va y avoir, je pense, un changement qui va s'opérer sur le marché. Vous savez que les agences immobilières gèrent que 30% des lots en France. Un bailleur particulier ne pourra pas payer des solutions d'intelligence artificielle qui vérifient, là où une agence peut. Et donc, il va y avoir un découplage de la fiabilité des dossiers entre ce qu'une agence immobilière peut faire, elle peut se doter d'outils, et ce qu'un bailleur particulier peut faire tout seul, parce qu'il ne pourra pas. Et donc, je pense que les agences vont vraiment pouvoir mettre en avant cette nouvelle capacité qu'elles ont de mieux sélectionner les dossiers des locataires par rapport à le faire tout seul. Pierre, justement, chez Clamer, ce sont des choses que vous entendez. Il y a beaucoup de professionnels de l'immobilier chez Clamer, justement. Oui. D'ailleurs, on a évidemment les 10 plus grands groupes qui composent Pluriance, l'autre association pour laquelle je représente les intérêts et je peux porter la parole. Il y a aussi les particuliers. Qui contribuent pour donner leur loyer et accéder à des informations. Mais on se rend compte évidemment que la force de frappe d'un professionnel de l'immobilier, d'investir dans des logiciels maintenant de gestion, que ce soit pour générer la comptabilité, que ce soit pour gérer dans les syndicats les syndicats de copropriétaires, donc le métier de syndic, on a ces outils IA qui s'insèrent partout dans toute la chaîne et ça va évidemment jusqu'à la sélection du locataire, le potentiel incident de paiement anticipé et de gérer un certain nombre, de manière anticipée, beaucoup de choses qui peuvent arriver dans les immeubles, dans la gestion de l'immeuble. On peut maintenant aussi prévoir des maintenances, des fuites potentielles, des remplacements de canalisation pour éviter justement ces fuites grâce à l'intelligence artificielle qui modélise beaucoup plus rapidement et de manière beaucoup plus sécurisée que notre simple cerveau humain. Mais n'oublions pas que derrière l'intelligence artificielle, il y a toujours quand même quelqu'un qui lui dit exactement ce qu'il doit faire. Oui. Et donc, il faut savoir la paramétrer. Et donc, tout l'enjeu du métier, ce sera de réussir à paramétrer et de bien mettre en place les différents facteurs d'évolution de cette IA. Alors, comme vous le voyez, il y a une pénurie de location dans le privé. Comment redonner envie? Comment reconnaître le propriétaire bailleur, l'investisseur privé comme un acteur économique et social à part entière? Comment redonner cette envie d'investir dans l'immobilier? Thomas. Aujourd'hui, ce qui freine un particulier à investir dans l'immobilier, je crois que c'est deux choses. D'abord, c'est la complexité que ça représente. Il existe beaucoup d'épargnants qui ont la capacité à faire un apport, qui ont les revenus suffisants pour pouvoir emprunter et faire face à une mensualité, qui ne le font pas parce qu'ils ne comprennent pas, c'est trop complexe, ça les effraie. Et c'est normal, il y a beaucoup de dispositifs fiscaux, beaucoup de statuts différents. Et donc je pense qu'il y a un chemin à trouver pour simplifier. Il existe des propositions autour d'un statut de bailleur privé unique qui est défendu par beaucoup d'associations différentes sur lesquelles nous, en tant qu'acteurs de l'assurance, on ne s'est pas particulièrement engagé, mais quand on les observe de loin, on trouve ça intéressant pour rendre plus sexy l'investissement locatif. Et changer le regard que l'on a déjà sur l'investisseur privé. Oui. La deuxième chose, je pense, c'est la rentabilité. Et aujourd'hui, il y a un effet ciseau qui est inquiétant pour l'investissement locatif. D'un côté, les revenus stagnent parce qu'on encadre les loyers, mais de l'autre, les coûts augmentent. Votre emprunt vous coûte plus cher. Vous empruntez aujourd'hui à 3,20. Voilà.
vous empruntiez à 1% il y a 2 ans, 2 ans et demi. Bah, ça va mieux quand même aussi par rapport à l'an dernier. Bon, mais... Et vous devez rénover. Et ça coûte de l'argent. Il faut le faire, parce que pour l'avenir, il faut le faire. Et donc, vous avez, à Paris par exemple, vous aviez, il y a 10 ans, la capacité à payer votre mensualité via le loyer que vous verse le locataire, alors qu'aujourd'hui, le loyer, si vous empruntez aujourd'hui, va être que 50% de votre mensualité bancaire. Donc il y a un effort à faire pour compléter et rembourser la banque. Donc forcément, ça rend l'investissement locatif moins attractif. Donc là-dessus, les solutions, on les connaît, c'est de la simplification fiscale, de l'allègement fiscal ou de l'encouragement fiscal à la rénovation. Pierre. On voit bien effectivement que la question de la rentabilité nette est vraiment importante, au-delà de tous les aspects de complications qu'on peut faciliter par différents outils, notamment via les professionnels. Mais la question, elle est éminemment fiscale, parfois un peu réglementaire, mais elle n'est pas que budgétaire. Ceci pour dire que la fiscalité, en fait, la décision, elle est politique. Et le bras de fer qui existe autour du statut du bailleur privé, il ne s'agit pas de faire un statut du bailleur privé pour aligner tous les régimes au moins 10 ans, et donc de faire encore soit des économies, soit des hausses d'impôts. On l'a vu avec la location meublée non professionnelle sur l'imposition des plus-values. Ouais. L'idée était de dire on va davantage aligner le logement nu avec le logement meublé, ce qui peut être une bonne idée, j'ai pas d'avis là-dessus, mais ce qui arrive au bout, c'est un surcroît de fiscalité. Et donc si on veut rendre l'investissement locatif pour pouvoir loger les Français dans le parc privé, il y a plusieurs manières de loger les gens, mais le parc privé en est une grande part, eh bien il faut que ce soit attractif. Et il faut qu'à la fin, au bout, au-delà de la simplicité de l'investissement, qu'il y ait une rentabilité et que l'investisseur soit payé pour le risque qu'il prend à emprunter et pour rembourser l'intégralité ou une grande partie de ses charges nouvelles qu'on lui impose, notamment à travers la rénovation énergétique. Donc quand vous êtes dans une situation avec un marché qui est bloqué au niveau des loyers, dont les charges augmentent aussi par ailleurs, vous compressez l'investisseur entre les deux et il se retrouve un peu perdu. On est dans une situation budgétaire un peu compliquée. Peut-être que c'est le moment de prendre les bonnes décisions, justement, et que le ministère du Logement discute de manière transparente avec les services de Bercy et que le gouvernement prenne une décision forte pour ce statut du bailleur privé qui soit un nouveau type d'investissement beaucoup plus favorable, qui permette non pas à enrichir les gens, même si c'est très bien de s'enrichir, les particuliers, pour que l'investissement soit populaire, je ne sais pas, mais pour loger les gens, pour qu'il y ait une offre pléthorique et de bonne qualité, accessible à tous. La décision doit être politique avant tout, Thomas, pour vous ? Oui, à ceci près que je trouve qu'on met beaucoup d'énergie à faire des plans. Ils appellent le plan, ils appelaient ça le plan 600 000 pour faire des logements étudiants par exemple. Donc il y a différents plans, on met beaucoup d'énergie à les établir, à les promouvoir et ensuite en revanche peu de moyens pour réellement les déployer. Il y a beaucoup d'énergie chez les particuliers si on leur donne le cadre dans lequel il est facile d'investir et c'est attractif d'investir. Et donc, je ne pense pas que politiquement l'État doive s'engager nécessairement très lourdement financièrement, notamment parce que le parc social ne fait pas tout et parce que le parc privé doit prendre le relais. Et donc oui, il faut déterminer un cadre clair et simple. Sur les développements notamment du co-living, Pierre. Alors, c'est un peu comme la location meublée. C'est un peu la location meublée de longue durée, j'entends. Il y a un certain nombre d'investisseurs qui s'orientent vers des manières un peu différentes de mettre en location des biens, pour deux raisons, à mon sens. La première, c'est qu'il y a une vraie demande. L'ère du co-living répond à une demande, parce qu'autour, il y a du service, il y a une manière différente d'habiter, collective mais individualisée. Et puis aussi parce que c'est un espace dans lequel on a un peu plus de marge de manœuvre pour améliorer la rentabilité de son investissement. C'est un peu la même chose pour le touristique. Il y a une demande, la France a voulu être la première place mondiale du tourisme, il y a beaucoup de touristes qui sont venus, il fallait répondre à cette demande. Et donc des gens ont investi pour répondre à cette demande. Ça existait déjà, l'investissement locatif de courte durée dans toutes les villes, plus ou moins touristiques. Et puis, il y avait un cadre plus léger,
moins réglementés, avec des loyers, des rentabilités bien plus importantes. Et d'ailleurs, on voit bien que dans ces cas-là, l'appel à un intermédiaire, à une sécurisation avec une assurance, se fait plus facilement parce qu'on a plus de marge de manœuvre. Et donc, il faut appréhender ça comme le fait qu'il faut répondre à une vraie demande et s'alerter sur le fait que peut-être que le cadre un peu classique de la location nue dans lequel on arrive avec ses petits meubles et on s'installe pour une durée plus ou moins longue, eh bien, il y a quand même un large panel qui fait que on s'est un peu détourné de ce qui était traditionnel parce que un peu trop contraint, trop compliqué, trop taxé, trop encadré. Et donc, c'est là le rééquilibre qu'il faut trouver entre la demande qui existe aussi par ailleurs sur le résidentiel de longue durée, mais qui est dans un carcan qui effraie peut-être un certain nombre d'investisseurs. Thomas ? Je me permets un peu de philosophie. Je pense que le co-living, ça traduit, au-delà de tous les chiffres, et je suis d'accord avec ce que dit Pierre, aussi une certaine distanciation des Français, une distanciation émotionnelle par rapport au logement. S'installer dans un bien nu qu'on va meubler pour le long terme, qu'on s'approprie réellement, émotionnellement c'est assez fort, et il y a un changement générationnel, je pense que je peux en témoigner à travers ma génération, qui consiste à vouloir passer plus de temps loin de là où on habite en week-end, et où du coup le logement est moins important. Et on peut du coup accepter de le partager avec d'autres personnes à un âge plus tardif que ce qu'on acceptait de le faire auparavant. Et si je veux revenir maintenant sur des considérations un peu plus financières, c'est en effet un moyen pour le propriétaire d'échapper à certaines contraintes budgétaires, de l'encadrement des loyers notamment, puisque le co-living avec du service peut s'exonérer de l'encadrement des loyers. Et c'est parallèle à une autre tendance qui est le recours au bail code civil, de plus en plus par des bailleurs particuliers comme par des agences immobilières, qui normalement est destiné à louer à des personnes pour de la résidence secondaire, mais qui aujourd'hui devient de plus en plus utilisé aussi pour de la résidence principale. Donc il y a une dérive là-dessus. C'est une dérive quasiment légale, du coup, interprétable, et qui permet de s'exonérer de l'encadrement des loyers quand on est propriétaire, et qui permet de s'exonérer de l'encadrement des frais d'agence quand on est un professionnel de l'immobilier. Et donc on voit que les contraintes sur l'encadrement des loyers font naître des tendances. Après, est-ce qu'elles sont bonnes ou mauvaises, on verra. Pierre, réaction ? Oui, attention sur le bail code civil, simplement, il n'est pas toujours très légal dans un certain nombre de situations. Voilà, faut être prudent dans l'utilisation. Quasiment illégal, pas. Il est plutôt illégal que légal, et la légalité est plutôt l'exception. C'est-à-dire le bail code civil, c'est pour des choses très précises. Donc, pour louer un étudiant pour un bail de 9-10 mois ou d'un an, le bail code civil n'est pas recommandé du tout. Et donc, il faut faire très attention. Et c'est pour ça que ces questions de la location touristique, du co-living, de ce bail code civil, posent des questions éminemment réglementaires et de risques que l'on prend en tant qu'investisseur, de vouloir échapper à une situation qui nous est inconfortable ou qui ne nous convient pas en tant qu'investisseur. Mais attention aux conséquences, parce qu'elles peuvent être lourdes. Comment améliorer les relations entre propriétaires et locataires, Thomas ? C'était une question fondamentale qui avait été posée en 2020 lors du rapport du député Nogal. Il avait donné un rapport qui s'appelait « Louer en confiance ». Il y avait deux idées principales qui en ressortaient, auxquelles moi je souscris totalement. La première était de donner aux professionnels de l'immobilier, à un professionnel de l'immobilier, la gestion du dépôt de garantie. Pourquoi je souscris à cette idée ? Parce que c'est le point d'achoppement principal dans la relation entre un propriétaire et un locataire. Je fais un chèque de caution à l'entrée, à la sortie, je le récupère pas. Du coup, qu'est-ce que je fais en tant que locataire ? Je paye pas mon dernier mois de loyer, mes 2 derniers mois de loyer. Ça crée énormément de tensions. Il y a beaucoup de conflits qui arrivent devant les tribunaux grâce à ça. Enfin, c'est la même principale raison. Et donc les donner à un professionnel en gestion aurait du sens parce qu'il pourrait se positionner en tant qu'arbitre, médiateur, sur un sujet qui est complexe, celui de la dégradation et de l'utilisation du bien. La deuxième chose que préconisait ce rapport et à laquelle je souscris, c'est de rendre obligatoire pour un propriétaire la souscription d'une garantie de loyer pour pouvoir percevoir ces loyers. La crainte de l'impayé, elle est majeure en France. La souscription d'un produit comme celui-là, si elle devient obligatoire, permettrait une plus grande mutualisation des risques, donc surtout les locataires,
et donc une meilleure maîtrise du risque pour les compagnies d'assurance qui pourraient faire baisser les prix pour rendre les produits plus attractifs pour les propriétaires. Une fois que le loyer est sécurisé, l'immobilier devient plus attractif parce que les gens qui investissent dans l'immobilier, c'est globalement pas des fous qui font du Bitcoin. C'est des gens plutôt mesurés qui veulent un rendement garanti. Donc c'est assez cohérent avec leur profil. Pierre, justement, comment améliorer les relations propriétaires-locataires pour poursuivre ce que disait Thomas? Oui, il y a une question d'équilibre des rapports locatifs. Je crois qu'il y a eu quelques évolutions quand même assez positives dans la loi de Guillaume Kasbarian. Qu'il faut souligner parce que dans les 20 ou 30 dernières années, il n'y a pas eu beaucoup de choses qui sont allées venir un peu rééquilibrer les choses dans les situations un peu conflictuelles, très conflictuelles. Il s'agit d'expulsion locative, donc c'est pas quelque chose de neutre ni de très heureux, mais de venir un peu rassurer les propriétaires dans la longueur des procédures. Il ne s'agit pas de donner plus de prérogatives particulières aux propriétaires, mais dans cette loi, il s'agit simplement de ne pas laisser 2 ans, 3 ans, parce que ça fait tache d'huile. Un investisseur qui se retrouve avec un locataire qui ne paye plus ou qui est un logement squatté, ce qui est encore une autre situation, et que ça met des mois, des années à se résoudre, c'est vraiment quelque chose de très effrayant. Sur l'aspect de sécurisation des loyers, je suis un peu plus libéral. L'obligation pour chacun de s'inscrire dans un régime assurantiel, il y a un risque assez fort qu'on appelle le risque du syndrome de la cage d'escalier. C'est le locataire qui paye pas, qui le dit à son voisin, et puis parce qu'il a l'impression que personne va venir chercher l'argent, et donc ça met en risque et fait des impayés de loyer successifs. Je pense que aujourd'hui, il y a beaucoup de produits qui existent, celui de Garantie en est un. Chacun vient mettre ses chaussons à sa taille, si je puis dire. Et donc, on a la garantie Visal, on a la GLI, on a la caution personnelle, on a ça. Chacun peut avoir un éventail de solutions de sécurisation qui est le plus adapté pour son investissement. Et je ne pense pas qu'une solution obligatoire d'assurance soit forcément heureuse. Et puis, par ailleurs, il y a eu des solutions qui ont été proposé dans le début des années 2000, qui consistait à faire payer le locataire, le propriétaire et l'État, chacun un tiers, dans une caisse un peu généralisée d'assurance universelle garantie des loyers. Ça n'a pas fonctionné à l'époque, me semble-t-il. Pourtant, j'étais encore bien jeune et pas encore dans ce monde de l'immobilier, mais il me semble que ça n'a pas fonctionné parce que déjà à l'époque, les loyers parisiens étaient plus élevés. Et la cotisation parisienne, on va dire, sans stigmatisation évidemment, était plus élevée, et Paris a dit on va payer pour la province. Donc il n'y a pas de système parfait, c'est ça que je veux dire. Je ne dis pas que cette solution a été enterrée par les Parisiens, mais il n'y a pas de système parfait, et plutôt que d'obliger, je pense que chacun doit pouvoir trouver chaussure à son pied et choisir la garantie la plus adaptée. Aujourd'hui, on a vraiment quasiment un système pour tous, avec un développement formidable de plein d'acteurs, dont la puissance quasi publique avec Action Logement et Visal, qui vient sécuriser le loyer des salariés. Donc on a tout ce qu'on peut. Obliger, je ne suis pas forcément très pour. Un mot de conclusion, Thomas ? Pour rassurer les propriétaires face aux locataires, parce que c'est ça, apaiser les relations propriétaires-locataires, il faut un rééquilibrage dans la relation, c'est ce que disait Pierre. La loi Kasbarian est allée dans le bon sens là-dessus. J'attire l'attention sur un élément, il faut que ces lois puissent réellement entrer en vigueur. Dans les faits, on gère à peu près 80 000 lots chez Garantie. Ce qu'on observe, c'est que la réduction des délais de procédure, même si elle est théorique, dans les faits ne se produit pas parce qu'on a des tribunaux très engorgés. Et donc on a aussi un travail à faire de terrain, de désengorgement des tribunaux pour réellement donner confiance aux propriétaires. Eh bien, merci en tout cas à tous les deux. Merci pour vos études et merci pour vos bons conseils. Pierre Otus, merci beaucoup. Merci Olivier. Thomas Reynaud, merci infiniment. Merci beaucoup. Et à très bientôt pour une prochaine émission de Figaro Immo.